Bonjour et bienvenue dans cette troisième leçon, Psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental. C'est extrêmement important ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors les leçons sont plus ou moins longues, c'est des choses aussi qu'on pourrait revoir en brief, en live pédagogique. Mais le fait de les voir là, tous là maintenant, ça va vous permettre globalement de vous vacciner contre des erreurs qui pourraient vous mettre dans le fond avant qu'on ait l'occasion de les voir ensemble, soit confrontés au réel, soit au fur et à mesure de notre parcours de coaching dans le cadre du groupe VIP. Aujourd'hui, extrêmement important, les anciens ne seront pas dépaysés. Vous remarquerez qu'à la fin, je vous ferai remarquer que j'aurai fait une petite astuce, un truc incroyable qui aura capté votre attention à un moment capital, et on en reparle un petit peu à la fin. Alors, il s'agit des drawdowns, globalement des pertes, la quantité qu'on peut perdre dans un marché, et c'est très très important d'en parler parce que le rapport au perdant peut susciter beaucoup d'erreurs capitales, des erreurs mortelles, on va dire même, et on ne sait pas forcément comment y réagir parce qu'on n'a pas envie de perdre, donc on est un petit peu paralysé parfois. Donc là, c'est quand même pour vous faire prendre conscience d'une certaine chose. Ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, et qui consiste à montrer combien, quand on perd un capital de trading, par exemple 5%, combien il faut pour revenir à break to even. Donc break even, ça veut dire retour à la normale, j'ai rien perdu. Et là, ça va être peut-être un choc pour vous, et je l'espère, parce que du côté des débutants, du côté des holders, de ceux qui savent, et qui savent surtout qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, mais voilà, ça va pas tarder. Globalement, un petit peu comme Ken le survivant, tu es mort, mais tu le sais pas encore. Et en gros, c'est le pas vendu, pas perdu. Voilà, j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Ouais, d'accord. Bon, maintenant, voyons voir dans les faits. Donc, il y a ce qui est réaliste et il y a ce qui n'est pas réaliste. Et il y a aussi, après, des étapes qui vont être extrêmement importantes. Bon, maintenant, venez bien à considérer la chose suivante, si jamais ça vous est jamais monté au cerveau. Mais si vous perdez 5% de votre capital, il vous faut remonter 5,3% pour revenir à break-even. Ça veut dire quasiment le même mouvement. Quasiment que Pouic, globalement. 5% en crypto, c'est des mouvements complètement réalistes. Ça peut se perdre en un trade ou deux trades, ça peut se gagner en quelques trades. 10%, il nous faut 11,1%. Donc là encore, on est kiff-kiff. Donc là, le pas vendu, perdu fait encore sens à la limite. Le prix a baissé de 10%, bon, c'est un altcoin assez volatile, pourquoi pas, ça va pas me coûter beaucoup plus cher que rester dedans et de voir ce qui se passe en fonction de la situation. 15%, 17,6%, et là ça va demander beaucoup plus, enfin un petit peu plus d'effort de récupérer ce que j'ai perdu par rapport à ce que je devrais regagner. 20%, ça demande 25%. 25%, c'est le quart d'un compte. D'un coup. Sachez que Bernard Madoff, pour escroquer tous ces millionnaires et ces milliardaires, il leur promettait que 15% à l'année. C'était déjà des très bonnes performances. Donc voilà, 25%, un bon petit quart du compte à remonter. Simplement pour rester sur une vague perdante, ça commence à faire cher. 25%, là, il faut faire un tiers du compte, 33,3, ça veut dire si vous perdez un quart de votre compte, il faut remonter d'un tiers du compte, c'est beaucoup. Et là, 30%, 42, quasiment la moitié du compte pour un 30%, un tiers la moitié, aïe aïe aïe, ça commence à piquer, donc 30-35. Ça devient très dur de revenir dans la course, globalement psychologiquement, donc le retour à break-even, ça devient assez difficile. Et le problème ici, c'est qu'à partir de là, la réaction en chaîne, elle s'opère dans les cerveaux, c'est que bon, j'ai perdu 30%, 35%, c'est pas beaucoup plus finalement en termes de pertes, mais vu que ce sont des pertes avec intérêt composé, ce sont des pertes qui sont exponentielles. Donc si par exemple,
le prix de votre asset que vous avez acheté était à 100 balles, il passe à 70 balles, vous vous dites, bon, à 65 balles, qu'est-ce que ça fait la différence? La différence, mon gars, c'est qu'au lieu de devoir faire un tiers de ton compte, il va falloir faire la moitié de ton compte remonter. Simplement pour cette petite différence. Et du coup, c'est le syndrome de la grenouille qui est dans l'eau qu'on met à bouillir à petit feu jusqu'à ce que ça devienne complètement irrécupérable. Genre, j'ai pas vendu là, bon, je vais pas vendre maintenant, sauf que maintenant, on arrive dans le stade 40%, il faut faire 66%, 45%, c'est que dalle la différence entre les deux. Sauf que là, ça y est, on est presque au moment où il va falloir doubler son compte pour pouvoir revenir. Et les fatidiques 50% de perte où il va falloir doubler son compte. En général, vous le saurez, c'est là où les gens vendent. Quand ils perdent 50% de leur capital, c'est un point psychologique majeur où les gens vont prendre leur perte. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, vous le saurez, vous pouvez le noter dans vos journaux, que c'est souvent que les assets, quand ils se cassent la gueule, ils s'arrêtent à 50%. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont acheté au top vendent. Bon, voilà. Et il y a ceux qui ne vendent pas et du coup qui aggravent leur cas, 55%, 122%. Et là, c'est rien en fait. La différence entre les étapes est minime, mais les gains à refaire pour revenir dans la partie sont énormes. Jusqu'à 75%, donc il faut faire 300% de son capital, donc déjà 200%, ça veut dire 3 fois le capital. Alors 300%, n'en parlons pas, 80%, 400%, 85%, 566%. Un mec qui vous dit, ouais, moi je vous fais 566% dans l'année, c'est un rigolo, c'est un menteur, ou quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, mais ça va pas durer, parce que ça veut dire que c'est notamment c'est le x100 sur son capital total, et coup de bol, bon, jusqu'au moment où il n'y en a plus. 90%, ça fait 900% pour revenir à break-even et 95%, 1900%. Donc, sachez bien que tant que vous n'avez pas perdu plus de 10% de votre capital, globalement, il n'y a pas vraiment d'impact sur votre compte. Il n'y a pas de switch psychologique. Vous êtes toujours safe, globalement. Un compte en crypto, parce que, bon, dans le marché traditionnel, généralement, les professionnels ne toléreront jamais plus de 5% de leur capital en drawdown, en perte. Mais en crypto, 10%, ça peut encore aller parce que c'est des assets qui sont volatiles. Et voilà, donc des fois, il peut y avoir des variations de 30% dans les cryptos. Par exemple, si vous avez envie de partir gros sur une crypto, vraiment, c'est le futur, etc., etc. Moi, personnellement, si vraiment je suis devenu psychopathe d'une crypto et j'y crois à fond, etc., je vais toujours considérer de me mettre en situation de ne pas avoir à regagner l'argent difficilement gagné. Je veux dire, l'argent, c'est pas facile à gagner. Si je passe une année, 2 années à essayer de le regagner, on est mal. Donc, globalement, ce que je vais faire, si vraiment je veux partir grosse couille, je m'arrange toujours pour que dire, ok, disons, s'il y a une catastrophe, si je tourne la tête et que le prix, il se casse la gueule de 30%, et ben, je vais calculer mon drawdown psychologique maximum, c'est-à-dire, ok, 5-10%. Et je vais faire en sorte que s'il y a vraiment ce massacre de 30%, je ne suis pas devant l'écran. Au-delà, ça va être un petit peu difficile en une journée. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et bien, dans ce cas-là, je vais diviser simplement ma position par 3 ou par 4, simplement pour que, en cas de catastrophe, je ne me retrouve pas dans une situation critique. Voilà, ça c'est un petit exemple pratique, simplement parce que je n'ai pas envie de passer ma carrière, ni ma vie, ni les prochaines années à regagner ce que j'ai perdu. Donc j'essaye de maintenir mes drawdowns au maximum, vous voyez, dans les 12%. 12% grand max. Donc voilà. Maintenant, la plupart des gens, c'est pas vendu, pas perdu. Et s'ils restent dans des positions, ils se mettent en situation de danger. On va voir que c'est pas du tout impossible, même pour des cryptos super bien. Alors pour Ethereum, par exemple, c'était des très bons fondamentaux, c'est-à-dire que l'histoire a été incroyable. Il y avait toute la Silicon Valley qui était en train de construire dessus sur la blockchain, avec tout plein de nouvelles créations. Et bear market, et on perd 94%, donc on passe de 1400 $ à 80 $, et c'était extrêmement douloureux. Bien sûr, les gens novices, ne savant pas, ne font la technique du pas vendu, pas perdu, et se retrouvent avec une situation critique, catastrophique, mais surtout l'impossibilité de repositionner leur investissement au bottom, c'est-à-dire en bas. Et ils passent à côté du rebond de 1080%,
pour finalement éventuellement parader en disant ouais je t'avais dit pas vendu t'as perdu, ah, t'as vu j'avais raison, etc. Sauf que c'est de l'hypocrisie, c'est le refus de voir la réalité que cet investissement, on aurait vachement voulu mettre cet argent si c'était si bien que ça, beaucoup plus bas. Donc là la technique du hold les bear market, ça ne fonctionne pas et surtout ça fait passer à côté des meilleures opportunités. Donc faites bien attention à la quantité de perdants que vous êtes prêt à admettre dans votre trading. Alors, il y a des situations qui poussent à la destruction en rapport au drawdown. C'est comme ça que les marchés en général font les poches des novices. Les novices ne prennent pas les perdants. Première situation, c'est les petits capitaux. On a parlé des attentes réalistes la dernière fois et je vous ai dit, ouais, bon, bah 50% dans l'année, c'est des bonnes performances. Et c'est vrai, c'est des bonnes performances. Et la plupart des gens pourraient y arriver, mais en réalité, ils se mettent en situation extrême et en situation de ruine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne veulent pas 50%. Ils veulent x2, x3, x5, x10, x1000. Et à partir du moment où tu cherches tu as des attentes irréalistes et que tu cherches des performances relativement irréalistes qui ne sont pas impossibles en crypto, mais le fait de les chercher, de chercher à les provoquer, te met dans des situations qui vont t'amener à ne pas contrôler ton risque. Et ne pas contrôler ton risque, bah, c'est jouer au casino. Ah, ok, au casino, bah, tu peux gagner, mais aussi la plupart du temps, vu que tu n'as pas ton risque sous contrôle, tu finis à poil. Merci, au revoir. Rendez-vous quand tu auras des sous. Hein. Et du coup, la dernière fois, on n'avait pas vu, mais par exemple, avoir un petit capital, eh ben, quand on regarde les gens sur Twitter, on dirait tous qu'ils sont millionnaires, qui gagnent tous de l'argent facilement. Bien sûr, c'est des mensonges. Pareil sur YouTube, etc. Sauf que en réalité, les petits capitaux, ceux qui jouent avec 100 balles, 500 balles, machin et tout, ils arrivent là-dedans, ils veulent créer le rêve globalement, et eux, ils sont en situation de risque parce que pour que leur gain soit significatif, pour que ça vaille la peine finalement de faire le truc, eh ben, ils vont risquer trop. Donc moi, à mon avis, si vous avez un petit capital, vous devriez peut-être faire moins de trading, peut-être vous focus sur du long terme, sur du weekly, etc. Bien travailler vos fondamentaux, et si le graphique va bien, si le graphique va bien long terme, je parle pas va bien, c'est une ligne verticale, hein, ça c'est les pièges à con, je parle... on apprend à faire du trading, on apprend à prendre des décisions, à identifier des bottoms long terme, on est très 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 patient et on essaye de transformer l'essai sur quelque chose, sur un coin qui pourrait être révolutionnaire en son temps. Ça demande beaucoup de patience. Effectivement, là il peut se passer quelque chose et sur un coup de bol, sur des planètes bien alignées, vous pouvez tomber sur un Solana, vous pouvez tomber sur un rune au tout début de sa naissance, et puis pourquoi pas transformer ce petit capital en quelque chose d'existant. Si vous n'avez pas la patience et que vous voulez agir, bah dans ce cas-là, vous êtes obligé de malgré tout maintenir vos drawdowns, de les garder bien sous contrôle pour être sûr de ne pas être poussé à l'erreur rapidement. Et au final, je dirais que si vous apprenez à faire du trading avec un petit capital, c'est ok, vous perdez 5 balles par trade, vous perdez 3 balles par trade, ça paraît... très dur psychologiquement, mais en réalité, vous savez, c'est pas dur de trouver des capitaux en trading. Ce qui est dur, c'est de trouver des traders rentables. Donc à partir du moment où vous aurez éventuellement des années de track record, déjà parce qu'on avait vu hein, avec l'exponentiel, si on a vu la dernière fois que simplement en gérant son risque et en laissant le temps faire, les 100 trades, les 1000 trades, en étant studieux, en étant bien raisonnable, eh ben, il peut se passer quand même des miracles, hein, simplement à bien faire le job. Mais en plus de ça, c'est si vous faites bien le job, il y a des gens qui n'attendent que ça, de leur donner votre argent, de vous donner leur argent à confier, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas dur de trouver des capitaux. Ce qui est dur, c'est de trouver des traders qui font le taf et qui s'en sortent. Donc sachez que vraiment le petit capital, c'est pas vraiment un handicap, sauf si vous voulez brûler les étapes. Mais du coup, parce que c'est un petit capital, vous êtes dans une situation qui vous pousse à l'erreur et à la destruction parce que vous voulez aller vite. Maintenant, autre situation qui pousse à la destruction par rapport au drawdown, c'est vouloir se refaire. C'est quand les gens ont perdu les 50% psychologiques, ils sont non pas focus sur faire du bon trading, mais ils sont focus sur ce qu'ils ont perdu. Et donc, soit ils vont vouloir faire des emprunts, soit ils vont vouloir prendre plus de risques. Et si ça dépasse les 50%, pire que ça, ils vont vouloir faire du levier. Ils vont imaginer le trade qui va leur permettre de se refaire. Donc, se refaire, c'est 2 points du vocabulaire de parieur dégénéré. Donc, globalement, si vous voulez vous refaire et que c'est ce que vous avez en tête, et en général, ça vient en nous comme
comme si on était hanté, hein, c'est quelque chose de fantomatique et de terrible. À partir du moment où on est hanté par l'idée de se refaire, malheureusement, on est poussé à risque parce qu'on est comme dans les petits capitaux, on veut créer de la surperformance et on voudrait que les marchés fassent ce qu'on veut et voilà, il n'y a plus de professionnalisme, il n'y a plus je suis ouvert par rapport au marché, je m'adapte aux situations, il n'y a pas de lentement mais sûrement, c'est il faut que je me refasse. Voilà. Et malheureusement, si vous faites ça, vous êtes en situation de risque et même en situation de ruine. Parce qu'en fait, la plus grande probabilité, c'est que vous perdiez le reste, en fait. Parce que vous êtes déjà en position de faiblesse. Et c'est pour ça que ce graphique des drawdowns est très très important. Il ne faut jamais arriver en situation où vous allez basculer dans un tilt mental, où vous allez basculer dans l'envie de vous refaire. Donc il faut éviter, pour ne pas être dans la situation de faiblesse qui va vous pousser à l'erreur, eh ben, il faut qu'elle n'arrive pas. Et pour qu'elle n'arrive pas, il faut s'assurer que ça n'arrive jamais. Donc toujours faire en sorte que votre drawdown reste dans du réaliste, de l'acceptable en termes de performance. Et je dirais jamais au-delà de 17-25% grand max, quoi. Ça peut arriver des accidents, 30%, mais au-delà, vous êtes mal barré. Et si jamais c'est déjà le cas pour vous, parce qu'il y a eu des très très mauvais mouvements sur la crypto, la seule solution, c'est de faire un effort sur soi qui consiste à ne pas vouloir se refaire, mais à s'habituer au nouveau capital. L'ancien capital n'existe plus, il faut vous y faire, c'est comme ça. Ça vous a coûté cher de l'apprendre. Le trading, c'est difficile, mais il n'y a pas d'ancien capital. Tout ce que vous avez, c'est ce qui reste. Point. Et c'est ce qui reste que vous allez faire du bon trading pour le faire prospérer. Pas ce qu'il y avait avant, on s'en fout, c'est fini. Si tu as les yeux passés sur ce qui est passé et ce que tu avais avant, c'est cuit, c'est mort. Donc c'est très dur de passer cette étape, donc c'est pour ça qu'il faut contrôler franchement ces drawdowns. Et du coup, mais bon, après je compatis, c'est quelque chose. Donc ce qui compte, c'est pas ce qu'on pourrait gagner, mais c'est ce qu'on conserve, c'est ce qu'on garde, la préservation du capital. On pourrait vous mettre dans une situation qui pose la destruction, c'est la série de perdants. Bon, bien sûr, avec l'impact psychologique d'un trop gros perdant, mais la série de perdants, ça pousse à l'erreur et ça nous fait chercher la surperformance pour se refaire de la même façon. Il peut y avoir des tilts psychologiques, donc gardez bien en tête qu'il faut avoir un drawdown maximal et s'y tenir. Donc il y a plein de manières de gérer ces trucs psychologiques et on peut en parler pendant les VIP. Donc les antidotes, la gestion du risque. Voilà, c'est là où j'ai été astucieux et malin, c'est que j'ai pu vous parler du truc le plus important du trading en 2 leçons, en étant intéressant, là où en général les gens quoi, gestion du risque, il n'y a rien à foutre, rien à péder, tu vois, bon, bah. Et du coup, c'est la clé. La clé, c'est le contrôle de ces perdants. Et maintenant, vous êtes aware, vous êtes au courant que c'est là que ça va se jouer, parce que pour pouvoir devenir compétent, bah, il faut rester dans la partie. Pour rester dans la partie, il ne faut pas se mettre en situation où vous allez être sorti de la partie, soit parce que, bon, bah, pas de chance, soit parce que vous vous êtes mis dans une situation où déjà vous êtes sur une pente glissante et que c'est foutu. Donc, gestion du risque, ultra important, c'est l'antidote hein, globalement à la survie et à la prospérité en crypto. Le maximum drawdown. Donc, c'est intéressant de considérer ceci dans vos trading plans, c'est d'avoir une somme maximale à perdre par jour, par semaine et par mois. Et il va falloir les fixer dans votre trading plan. Par jour, on voudrait que ça ne dépasse pas le gain potentiel par jour. En réalité, même inférieur. Pourquoi? Parce que si il vous faut une semaine pour perdre les gains d'une journée, pour regagner les gains d'une journée, bah, c'est un effort psychologique trop important. Donc, le maximum drawdown, ça va être un maximum drawdown qu'on va faire quotidien. Donc, on va mettre quotidien. On a hebdo. Et on a mensuel. Et qu'est-ce qui se passe quand on les dépasse? Eh bien, on retourne aux bases. Hein. On n'a plus le droit de trade, tout simplement. On arrête, éventuellement paper trading ou vacances. Mais il n'y a rien de pire que de devoir gagner une semaine, déjà, c'est la preuve que votre trading, c'est de la merde.
donc vous n'avez peut-être pas envie de vous confier votre argent, hein, vous êtes peut-être sur une pente glissante et descendante, et vous n'avez pas envie de voir à gagner des années ou des mois de travail pendant je ne sais combien de temps, simplement parce que vous avez continué à trade pendant que vous étiez vraiment sur une mauvaise passe ou en période de tilt. Donc gardez le risque sous contrôle, et bien sûr ces drawdowns maximales au niveau quotidien, hebdomadaire et mensuel, qu'ils soient en lien avec quelque chose de réaliste et de psychologiquement acceptable. Il y a des barrières à ne pas franchir. Moi par exemple, je sais que 3 perdants d'affilée en général ça va pas, et du coup il vaut mieux que j'arrête la casse, et surtout j'essaye de ne pas dépasser quelque chose qui ressemble à ça pour me dire j'aimerais bien que mon trading, après une série de perdants, 5, 6 perdants, vraiment, hein, jusqu'à 6, jusqu'à 10 perdants, je ne dépasse pas 10% de mon capital. Donc là, en ce moment, le trading était difficile. Pour la petite exemple, au moment où je vous parle, j'ai dû faire 10 perdants d'affilée et j'ai perdu 1% de mon capital. Je savais que le trading était difficile, que j'étais dans une période un petit peu mauvaise, et je fais en sorte que à la fin, si jamais je perds, eh ben, le capital est complètement sous contrôle, et que de toute façon il n'y aura rien qui ira dans la poche des échanges ou de mes adversaires. Et si jamais mon trading est un petit peu plus ample, ou alors si je fais un trade et paf, qui va prendre 3, 4 ou quelques pourcents du capital, et ben du coup ça inverse la vapeur. Enfin bon, voilà. Le contrôle du capital, ultra important. Et enfin, when panic, panic first. Alors ça, c'est un de mes trucs, c'est que je ne tolère aucun perdant. Alors, je suis très intolérant aux perdants. Si par exemple un graphique décide d'aller... donc when panic, panic first, hein, c'est le thème. Par exemple, je vais comme ça, dis donc ça a l'air super bullish, disons que j'achète ici pour plein de raisons, les raisons de mon trading plan. Et là d'un coup le graphique il fait ça. Ben, je ne vais pas attendre qu'il fasse là, 12 loopings et puis attendre une semaine, hein. C'est pourquoi ça monte pas, merci, au revoir. Je prends mes clics, mes claques, quitte à revenir 10 minutes après. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le marché va contre moi, eh ben, je suis obligé de spéculer sur mon perdant. Spéculer sur mon perdant, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des chapelets, ça veut dire respirer, ça veut dire machin et tout. Alors il y a des conditions où il faut rester dedans. Si vos règles c'est je suis stoppé et je fais rien, ok, mais moi en ce qui me concerne, je garde mon risque sous contrôle. C'est pour ça que j'ai souvent des petites séries de perdants, mais c'est tout le temps des micro-perdants. Parce que quand le graphique ne fait pas ce que je veux, bon, en même temps j'ai la capacité de sniper, hein. J'ai développé la capacité d'avoir des entrées très précises. Et ce qui me permet que si l'entrée très précise ne va pas au bout, dans ce cas-là, c'est complètement OK pour moi de sortir rapidement. Mais sachez que when panic, panic first, hein, ça évite de devoir espérer et dire « Ah mais non, ça va remonter, ah mais non, ça va remonter, ah ben non, ça va remonter » et ensuite accélération, ah, et là tu vends le bottom, et là ça remonte. Donc quand tu paniques premier, ça t'évite de paniquer dernier, hein. Donc voilà, c'est la petite astuce du coach. J'espère que cette leçon sur les drawdowns a été vue. Pour moi, c'est un acquis. Maintenant, vous devez être sous contrôle de vos perdants. C'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler dans un marché, c'est combien on peut perdre. Et c'est ce qui vous permettra de rester en position de force, rester dans la durée et de performer long terme. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.